Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon expérience personnelle, de ce par quoi je suis passé durant ces 3 dernières années, des difficultés que j'ai surmontées, la persévérance, la perception différente de la vie. Et je ne vous en parle pas parce que je me suis déjà sorti de là ou pour me vanter, non. Je vous parle à titre préventif. Je vous donne des conseils en tant qu'un dévancier ou peut-être un petit frère à la nouvelle génération, à ceux qui sont déjà en Italie peut-être, qui traversent aussi ces moments-là, je vous donnerai des conseils et j'entrerai en profondeur. Toi, si c'est ta première fois de nous découvrir, alors bienvenue dans la communauté. Ici, on parle d'opportunités de voyage vers l'Italie. On parle d'opportunités de voyage pour études, opportunités de voyage pour travail, opportunités de voyage pour stage académique vers l'Italie. Si c'est ta première fois de nous découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage et surtout laisse ton avis en commentaire. Ça peut être sujet d'un nouveau contenu, ça peut être sujet d'une nouvelle vidéo. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je décide de faire cette vidéo, c'est pour vous parler de mon expérience personnelle, ce par quoi je suis passé durant ces 3 dernières années. Et pour ceux qui me suivent, savent en partie plus ou moins, parce que j'en ai parlé, mais je n'étais pas rentré en détail. Et je rentrerai en détail, bien évidemment, pour vous montrer dans les détails ce par quoi je suis passé, les difficultés par lesquelles je suis passé, et comment j'ai fait pour me retrouver aujourd'hui où je suis. Alors, on va commencer par le début. Quand est-ce que j'arrive en Italie? J'arrive en Italie en 2019. J'arrive comme étudiant et avec plein de rêves, comme tout le monde, bien sûr. J'arrive étant inscrit au Polytechnique de Turin. C'était un merveilleux départ, en tout cas. J'aimais, mais, au-delà de la beauté de la vie, les difficultés ne s'étaient pas fait attendre. Les premières difficultés étaient arrivées, qui étaient la distance. Ça, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent. Vivre à Turin, fréquenter à Turin autant pour moi, avoir l'université dans le Piémont et vivre dans la Lombardie, c'était tellement loin et les difficultés se sont suivies. Cette année-là, c'était une année où, vraiment j'avais commencé à connaître c'était quoi l'échec. J'avais connu aussi c'était quoi la souffrance de l'âme. Quand rien ne va, tu mets tous les efforts, tu essayes t'en sortir, d'évoluer, mais rien ne va. Tu essayes de t'en sortir et rien ne va. Et les premiers échecs arrivaient. Quand je dis et je répète, cette première année-là, j'avais échoué comme je n'avais jamais échoué de ma vie. Comme je n'avais jamais échoué. Je passe une année sans valider une matière. Et pour ceux qui sont en Italie, vous savez ce que cela signifie. Passer une année sans valider une matière, comment tu fais pour renouveler ton permis de séjour? Ça, ce sont les premières questions qui arrivent. Comment est-ce que je fais pour renouveler mon permis de séjour? Et derrière toutes les difficultés, il y a toujours cette phrase que je me dis, quand on arrive à atteindre des objectifs, des difficultés qu'on a rencontrées sur le parcours ne représentent plus rien. Quand les objectifs sont atteints, on oublie tout ce qu'on a, tous les efforts qu'on a mis, toutes les difficultés qu'on a traversées, tout ça. Mais quand tu te donnes à fond, tu essayes de te réaliser, tu essaies de suivre un chemin qui te mènera, entre guillemets, vers ta réussite et que rien ne marche malgré les efforts fournis, tu tombes dans une sorte de dépression. Tu tombes dans une sorte de dépression. Et c'est de ça que je parle quand je dis, cette année-là, j'avais connu, c'était quoi la souffrance de l'âme, c'était quoi l'échec. Parce que c'est vraiment, c'était vraiment même ma premier échec où j'avais vraiment senti le poids sur mes épaules. Et après ça, heureusement, j'avais fait un transfert vers l'université de Pavie. Et à l'université de Pavie, avec la certification, oui, la certification d'inscription, j'avais pu renouveler mon permis de séjour. J'avais pu renouveler mon permis de séjour, mais là-dedans, je n'étais plus bien. J'étais plus bien, j'avais décidé même avant même de faire le transfert d'arrêter les études. Et à côté, il n'y avait aucun job. J'arrivais pas à trouver de job en tant qu'étudiant. Je ne foutais quasi rien. Bon, heureusement, je vivais chez mon cousin, que je remercie d'ailleurs. Je remercie pour toutes ces années-là. Et j'arrive à l'université de Pavie. Le premier semestre, plus ou moins, ça se passe. J'essaie un peu de trouver mes marques. Mais au fond, j'avais déjà décidé d'arrêter les études. Donc, je valide quelques matières et puis je dis, je vais arrêter les études.
Et quand je dis je vais arrêter les études, c'était une grosse erreur de ma part. Non, même pas, enfin, c'était une grosse erreur, oui, parce que c'est à cause de tout cela que je me suis retrouvé ces 3 dernières années dans cette difficulté que j'ai traversée. Quand je décide d'arrêter les études, je veux faire une formation, la formation opérateur socio-sanitaire. Quand je décide d'arrêter l'école, je n'ai même pas un centime, mais j'ai envie de faire la formation d'opérateur socio-sanitaire. Et je me lance, je décide que j'arrête, je n'ai rien. Mais heureusement, comme on le dit souvent, quand une porte se ferme, il y a d'autres qui s'ouvrent. Je rencontre des personnes qui me font trouver un peu de boulot de gauche à droite et tout. J'arrive à mettre de l'argent de côté et je m'inscris pour la formation. Au terme de la formation, je trouve mon premier boulot. Et de là étaient partis tous mes problèmes, vraiment tous mes problèmes. Je me souviens quand c'était en 2020-2021 que j'avais décidé de faire cette formation-là. Du coup, l'année 2022, j'avais passé toute l'année à faire la formation parce que la formation durait une année. Et je fais la formation. Et durant l'année, vers novembre, je signe mon premier contrat de travail full-time et tout ça. Je commence le travail. Et il faut convertir le permis de séjour. L'erreur que j'avais fait, c'était quoi? C'était de ne pas me renseigner en amont comment convertir mon permis de séjour étudiant en permis de séjour travailleur. C'était la plus grosse erreur. Donc, il me restait plus ou moins un mois. Quand je trouve le travail en novembre, je signe mon contrat. J'ai jusqu'à de novembre en décembre, mon permis devait périmer. Il fallait lancer la procédure durant cette période-là. Et quand je me mets à sortir, je me mets à chercher, à avoir de l'information. La dame que je rencontre, heureusement dans cette ville, il y avait un service immigration. Et donc je me rends là-bas. Elle m'explique que, ok, vu ma situation, je devais faire le décret au flou. C'était toujours actif jusqu'au 29 décembre. Si je lui. Non, c'était actif jusqu'en fin décembre. Par contre, j'avais présenté ma demande le 28 décembre. Quand je présente ma demande le 28 décembre, du coup, le 31, oui, le 31 décembre, mon permis scade. Donc, je reste dans dans l'attente de la réponse du décret au flou, plus ou moins. Et puis, je fais un mois, pas de réponse, 2 mois, pas de réponse, 3 mois, pas de réponse. L'idée ne me vient pas directement parce que quand vous vous retrouvez dans ce cas de figure, même quand vous décidez d'abandonner l'école, laissez votre matricule actif et cherchez toujours à donner 1, 2 matières. Je vous le dis pourquoi, parce que ça vous aide à ne pas vous retrouver dans des situations compliquées. Qu'est-ce que j'appelle situation compliquée? Dans l'impossibilité de renouveler votre permis de séjour. Moi, l'erreur que j'avais commise, c'était de ne pas bloquer mon matricule, de ne plus aller à l'école, de ne plus gérer tout ce qui était administration, universitaire et tout ça. Je laisse tout ça tomber. C'était vraiment ça l'erreur. Et puis, de l'autre côté, les résultats ne sortent pas. J'ai le travail, je travaille et tout ça. Donc, je me dis, tôt ou tard, les choses vont s'arranger. Tôt ou tard, les choses vont s'arranger. Je passe 6 mois, pas de résultat. Je me lance dans la quête d'une réponse. J'écris des mails, j'envoie des mails, zéro réponse d'ailleurs. J'envoie des mails, zéro réponse. Je rentre au service sur immigration et on me fait un nouveau décret au flou avec mon permis qui était déjà périmé. Et cela, ils avaient répondu très rapidement d'ailleurs. Même pas en moi, moins de 2 semaines, ils avaient répondu que ça a été rejeté et tout parce que mon permis est déjà périmé. Très rapide. Par contre, ce que j'avais envoyé avec le permis valide, je n'avais jamais eu de réponse. Et quand je retourne chez la dame, on me répond que on ne peut pas me faire de permis de séjour. Qu'on ne peut pas me donner, pas. Je retourne chez la dame et on regarde ensemble et voit qu'on a rejeté et tout. Quelques jours après, je reçois la lettre qui arrive, non. Votre demande a été rejetée, faute de permis de séjour scadoute. Donc, il fallait absolument avoir un permis de séjour étudiant valide pour pouvoir entrer dans ce truc, pour pouvoir entrer dans la quota. Me voir délivrer un New Hosta par la préfecture qui me permettait de passer directement par la Questura pour avoir un permis de séjour travailleur. Puis les mois passent, je pars directement à la Questura, j'ai un contrat et tout. Je pars à la Questura, je leur dis ok, j'ai un contrat de travail, j'ai tout. Ils me disent ok, il n'y a pas de souci. On va prendre tes empreintes, on va prendre tes documents.
écrit juste, il m'avait fait écrire une lettre où je demandais directement un permis de séjour, travailleur et tout ça. J'écris, ils envoient tout et tout. Vers la fin d'année, je reçois aussi une lettre comme quoi ils ont rejeté mon permis de séjour. Mon permis de séjour a été rejeté et tout. Et là, quand ils rejettent mon permis de séjour, je comprends que les choses commencent à mal se tourner. Vers la fin d'année aussi, j'avais déjà décidé d'arrêter le travail comme opérateur socio-sanitaire. Donc, j'étais déjà vers décembre et j'avais décidé d'arrêter ce boulot-là parce que je voulais faire une formation en informatique. Donc, en janvier, naturellement, j'arrête la formation. Quand j'arrête la formation, je pense que c'était toujours en janvier que cette lettre était arrivée. Je ne me souviens pratiquement plus bien la période où la lettre était arrivée, mais je me souviens quand même que soit c'était vers janvier quand j'avais arrêté. Du coup, je prends un avocat. Je prends un avocat, je paye, je mets l'avocat sur le coup. Je vous dis, c'était l'investissement l'investissement le plus nul que j'ai fait de ma vie, ou du moins, c'est l'avocat le moins travailleur que j'ai rencontré en Italie. Je vous assure. Je prends cet avocat, je lui conseille, je lui envoie mon cas, on fait comment on appelle ça, je sais pas. On fait l'appel, plus ou moins. On fait l'appel et tout. Donc, quand on fait l'appel, c'est à lui de gérer. C'est à lui de gérer le dossier, c'est à lui de voir comment ça évolue ou pas. Et lui ne faisait rien. Je me retrouvais encore moi à suivre plus mon document. Pourtant, j'ai payé un avocat. Et il me foutait tellement. À un moment donné, j'avais pété un câble. Je pète un câble pourquoi? Parce que la demande est encore rejetée. Et on lui avait averti que bon, on a rejeté. Et lui ne me dit rien. En fait, un jour, peut-être 2, 3 mois passent. J'avais déjà commencé la formation en informatique, développeur Java. Et je me dis, mais ça met déjà trop de temps, pas de réponse et rien. Je parle à une questura, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe, la documentation à quel niveau et tout. Et ils me disent que ça a été rejeté. On a prévenu mon avocat que ma demande a été rejetée et tout. Et là, j'avais failli péter un cas. J'appelle ma tante, je lui explique que mais si j'attrape ce monsieur, je vais le finir avec les mains. Comment est-ce que je suis sur une procédure pour mon permis de séjour? Il sait combien c'est important. Et la documentation est rejetée. Lui, il ne me dit rien, il ne me dit strictement rien. Il est chez lui, il travaille. Ma tante me dit non, il faut te calmer. Calme-toi, laisse une journée passer, 2 jours passer. Va vers lui et demande ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il ne suit pas tes dossiers et tout? Soit tu cherches quelqu'un d'autre. Et quand cette fois-là, la demande était vraiment rejetée, on ne pouvait plus faire appel, il fallait trouver un autre moyen. Il fallait trouver un autre moyen. Et je repars cette fois-là, in questura. On m'explique que non, ta demande a été rejetée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une licence, tu n'as pas terminé les études. Il faut absolument que tu reprennes les études. En reprenant les études, on pourra te donner un permis de séjour études. Et avec ce permis de séjour, tu continues soit tes études, soit tu fais le décret de flusso. Tu cherches à rentrer dans la quota et tu cherches à rentrer dans la quota et avoir un nulla osta qui te permettra d'avoir un permis de séjour travailleur. Je lui dis ok, sans souci. Je rentre et même cet avocat, j'avais directement laissé, je lui avais plus rien dit. Et quelques temps passe, je termine ma formation de développeur Java et tout. Je suis dans la recherche du boulot. Et les mois passent. 1 an, déjà 6 mois que je suis dans cette situation. Et ça commençait vraiment à devenir stressant. Ça commençait à devenir très, très frustrant et très pesant. Tu sais, le plus difficile dans tout ça, c'était le fait de me dire, putain, je ne peux même pas bouger. Je suis là, je ne peux rien faire. Je ne peux que bouger en Europe et en plus dans des zones Schengen. Je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux rien faire. Enfin, c'est vrai, je pouvais travailler. Je pouvais travailler avec mon permis Scaduto, la Ricevuta. J'arrivais quand même à me mouvoir avec tout ça. Et je décide donc de chercher normalement, je décide de chercher du boulot et tout. Et puis, à côté, les mois passent et la nouvelle rentrée arrive. Donc, la rentrée de l'année passée. 2024, si je ne me trompe pas, oui. Cette rentrée-là arrive et je m'inscris à l'université. Je m'inscris à l'université UPO. C'est du virtuel, oui. Je m'inscris là-bas et je me dis, OK, avec le certificat d'inscription,
l'auto-certificat d'inscription, bien sûr, je pouvais tout faire. Je m'en vais sur ma page, là où il y a réservat à la page d'étudiant plus ou moins, je stampe ça, je remplis, je signe, je fais tous mes documents et tout. Et à cette période-là, il faut aussi le dire, quand tu as un permis de séjour, il y a une période à laquelle tu peux envoyer. Je pense que c'est, tu as 6 mois après la scadenza de ton permis. Une fois que ton permis périme, je dis 6 mois c'est faux, 60 jours je veux dire. Soit c'est 30 jours, soit c'est 60 jours, je ne me souviens plus, mais restons sur la marge de 30 jours pour que vous ne vous retrouvez pas dans des situations compliquées. Quand ton permis périme, tu as 30 jours pour envoyer le kit pour renouveler ton permis de séjour à la poste italienne. Une fois ces 30 jours passés, tu ne peux plus envoyer ton permis par la poste. Tu ne peux plus envoyer ton kit, autant pour moi, par la poste. Donc, je pars, je remplis mon kit, je fais tout avec l'auto-certification d'inscription de l'université et j'essaye d'envoyer. Je pars à la poste, on me dit non, je ne peux pas, mon permis est expiré déjà, ça fait longtemps, donc ils ne peuvent plus me faire un permis de séjour. Enfin, pas qu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus envoyer mon kit. Je dois partir directement in questo avec mon kit pour qu'ils me disent ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a lieu de faire. Chose que je fais, j'arrive au questura, on me dit, ok, ce que tu vas faire, c'est quoi? Nous, on a besoin de la ricevuta. La ricevuta, quand la poste laisse généralement une ricevuta du rinnovo permesso, ils avaient besoin de ça, sinon mon kit ne pouvait pas continuer. Il y a des numéros dessus pour suivre, pour identifier l'identifiant, password et tout ça qui permet de savoir quel kit, enfin, que ton kit, c'est ton kit. C'est comme l'ID, l'identifiant digital, enfin, l'identifiant digital, non, l'identifiant, oui. Et la dame m'explique, ok, pour que tu puisses au moins savoir ça, va faire ton kit, tu mets que c'est un rilascio permesso. Parce que si tu mets que c'est un permesso scaduto, on va devoir mettre la data di scadenza et ça ne va jamais passer. Fais rilascio permesso, tu reviens ici, nous on va s'en charger du reste. Donc je m'en vais à la poste, je fais un rilascio permesso, je fais tout. J'arrive là-bas, ils gèrent le reste comme ils ont dit. Quand ils gèrent le reste, on me fait mettre les empreintes, on me fait mettre tout. Je rentre, je suis plus ou moins OK. Non, avant même d'arriver à ce niveau, quand j'arrive ce jour-là, on me fait mettre les empreintes et tout. Et ils me disent que l'auto-certificat, oui, d'inscription n'est pas bien. Ils ont besoin de plus que l'auto-certificat. Je dis OK, ils me disent il faut aller à l'université demander un certificat d'inscription laissé par, rilasciato. Et tout relaissé, non. Rilasciato dall'università. Je lui ai dit OK, non c'è nessun problème. Et je pars à l'université, je me souviens très bien au pauvre Vercelli. Et j'arrive là-bas, ils me disent non. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas me donner un permis de séjour, d'autant plus que je ne suis pas nouvellement arrivé en Italie. J'ai un permis de séjour scaduto et que, vu que je ne suis pas nouvellement arrivé, je n'ai pas l'auto-déclarant, je n'ai pas la déclaration de valeur entre guillemets. Il faut que j'aille faire mon transfert de l'université de Pavia vers leur université pour qu'ils me donnent ce certificat-là. Je me dis, putain, les choses deviennent vraiment compliquées. Et ils refusent. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'avais fait une magouille à la con. Je rentre, je leur explique que je suis parti, ils m'ont dit que l'auto-certificat suffisait et tout, qu'ils ne pouvaient pas me donner le certificat d'inscription. La dame me dit, ok, on va envoyer avec l'auto-certificat. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, ok. Quand j'envoie, on met les empreintes et tout, et on envoie. Donc, moi, je suis dans l'attente. Et dans cette période-là, j'avais trouvé un travail dans une société de la place. C'était un petit job, c'était full-time, quand même bien. Et là-bas aussi, j'avais tellement de pression pour le permis de séjour. Et je pense, la première fois, ils avaient fait avec la ricevuta. Deuxième fois, ils m'ont renouvelé avec la ricevuta. Troisième fois, on devait me faire passer full-time. Ils m'ont dit, sans permis de séjour, tu ne passes pas full-time. Non, sans permis de séjour, tu ne passes pas indéterminé. Sans permis de séjour, tu ne passes pas indéterminé. C'était une période où les choses étaient vraiment compliquées dans ma vie.
C'était une période où je sentais vraiment ce combat spirituel qu'il fallait mener. Et à côté, j'avais aussi mon bailleur qui m'avait demandé quelques mois en avant de libérer sa maison. De libérer sa maison et tout. Et puis, il était derrière, il y avait cette pression. Je pense que cette histoire, je l'ai déjà racontée. Il y avait cette pression et dans cette pression-là, je me suis mis à chercher des maisons sur tous les sites. Je m'étais fait aussi arnaquer, je me souviens. Je me fais arnaquer. Et derrière, il y avait aussi... bon, c'était pas vraiment à cette période. Quand je me fais arnaquer sur Facebook pour la maison et tout, derrière, je m'en vais porter plainte. Je m'en vais porter plainte et 2 semaines après l'envoi de mon kit, je rentre du boulot. Cette période-là, je commençais déjà à libérer. Je n'avais même pas encore trouvé de maison, mais je libérais quand même la maison de mon ex bailleur. Donc, je vivais chez mon ami. Un jour, je rentre du boulot, j'arrive chez lui. Je m'en vais sur le site pour contrôler le statut de mon permis de séjour. Je vois la barre en rouge et c'est écrit le dossier n'existe pas dans les archives. Mince, j'avais failli péter un câble. Et je ne comprenais rien. J'avais regardé peut-être le matin, c'était toujours là une élaboration, une tratative, un truc de ce genre, oui, ils mettent. Et puis le soir, je regarde, on me dit que ça n'existe pas dans les archives et tout. Et j'étais rentré du boulot, je pense, vers 15 heures. Vers 15 heures, je pense, j'avais d'autres soucis, je me souviens plus quoi. Je regarde beaucoup plus vraiment vers la soirée et tout. Et je regarde directement les horaires d'ouverture de la Costura. Je vois qu'à l'heure là, la Costura fermait peut-être dans 1 heure. Et de chez mon ami dans la ville, c'était un peu plus ou moins loin, relativement loin. Je me dis, ok, je vais patienter et tout. Et derrière là, il y avait cette période, la police aussi me cherchait. Il y avait la police communale qui me cherchait, les carabiniers qui me cherchaient. Et du coup, j'avais peur. J'avais tellement peur. Mais finalement, qu'est-ce que j'avais compris? C'était pas... moi, vous savez, quand vous vous retrouvez dans cette situation, dans ce genre de situation, et que vous avez la police qui vous cherche, la police locale qui vous cherche, vous avez les carabiniers qui vous cherchent, et que vous savez que votre situation d'irrégularité, et vous savez, vous êtes conscient d'être dans une situation d'irrégularité, vous avez la peur d'être déporté, la peur de recevoir peut-être un OQTF, la peur de tout cela. Donc du coup, j'avais extrêmement peur. Et je me souviens encore, mon ami, tous les jours, même pas tous les jours, cette période-là principalement, il me demandait ce pourquoi je travaillais. Je ne parlais pas, je lui disais non, ça va aller, c'est rien et tout, ça va aller. Et puis, une fois, la police m'appelait tellement que je les avais bloqués. Parce qu'il faut être vrai, les carabiniers, je les avais bloqués parce qu'ils m'appelaient. Au travail, ils m'appelaient. Quand j'étais à la maison, ils m'appelaient. Ils m'appelaient à tout. Il faut que je vienne les voir. Il faut que je vienne les voir. Je dois absolument passer les voir. Je vais vous expliquer pourquoi ils m'appelaient. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi la police locale me cherchait. Et mon ami voyait tout ça. J'étais pas bien. Je dormais pas. J'étais tout le temps en train de marcher, des allers-retours. Je disais, gars, explique-moi ta situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça se voit. Il y a quelque chose qui ne doit très certainement pas marcher. Je lui disais, non, tout va bien, laisse. Ça va passer, il n'y a rien. Et un jour, j'ai décidé finalement d'aller voir la police. Pourquoi j'ai décidé d'aller voir la police? Carabinieri. J'ai décidé d'aller voir les carabiniers. La police locale, moi, à un moment donné, j'esquivais beaucoup. Et j'ai décidé d'aller voir les carabiniers parce qu'ils ont envoyé une lettre à la maison disant que si je ne me présente pas, ils vont porter plainte contre moi. Ah, je me dis, putain, ma part en train d'arriver. Sachant que de l'autre côté, j'ai ce statut de permis de séjour et tout. Et je décide aussi d'aller voir, déjà quand je pars in questura, parce que je dois aussi vous expliquer, quand je pars in questura, je leur demande, je pars plus ou moins, je pense le lendemain j'étais parti, et je leur demande que bon, je me retrouve dans cette situation, j'avais envoyé mon truc ici, les visages étaient méconnaissables, tout le monde avait changé. Je me souviens juste quand j'étais arrivé, ils m'ont dit, je leur avais donné ma ricevuta pour regarder. Elle a pris, elle a regardé sur, tu sais, il scanne et tout ressort. Enfin, quand il scanne, les informations ressortent. Donc la dame scanne, les informations ressortent, son visage change, elle lit, elle part. Elle part directement voir son supérieur. Et je vois toute l'équipe qui arrive. Non, mais après,
Ils n'arrivaient pas vers moi. Ils sont à l'intérieur, nous, le public, nous sommes à l'extérieur. Pour ceux qui sont en Italie, vous comprenez bien ce que je parle. Je vois toute l'équipe arriver de l'autre côté et tout le monde regarde tout le monde. La dame me dit, nous, on va récupérer ta ricevuta. Tu n'as plus le droit d'être sur le territoire. Il faut que tu rentres chez toi. Enfin, je suis resté 2 secondes. J'avais l'impression que tout mon cerveau sonnait. J'avais l'impression, même pas l'impression, tout mon cerveau sonnait. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment ou cette sensation où votre esprit décale de votre corps. Vous avez l'impression de tout voir de haut, comme si vous étiez en train de planer. Et elle me dit, tu dois rentrer chez toi. Je sors de là, je marche sans marcher, j'avance sans... J'étais parti m'asseoir, je me souviens même pas, je ne sais même pas, je n'avais même pas dormi dans la ville là ce jour, j'étais parti chez mon ami. J'étais parti chez lui et j'étais allé m'asseoir dans un coin. J'avais pleuré. J'avais pleuré en me disant, mais putain, je voulais juste m'en sortir. Je ne voyais pas, je ne voyais pas en fait le mal que je faisais dans le fait de devoir laisser les études et à côté me chercher. C'était difficile. Qu'est-ce que je devais faire? Abandonner? Je devais continuer dans une direction où je n'arrivais, je ne me sentais plus, je n'étais plus à l'aise avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Où est-ce que j'ai commis, où est-ce que j'ai eu un manquement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis dit, on traverse des moments dans cette vie, mais c'était tellement difficile. C'était tellement difficile. Et je me souviens, dans cette période-là, tout le monde me disait, il faut laisser l'Italie. Il faut que tu partes. Il faut que tu vas un peu regarder en France. Il faut que tu partes peut-être en Belgique. Il faut bouger. J'étais assis, je me disais, non, tout ne peut pas s'arrêter comme ça. Vous savez, je me suis toujours dit, tout ce que j'ai traversé, comme je dis, je répète, moi, c'est pas qu'au Cameroun, j'avais une belle vie, hein. Tout ce que j'ai eu, je me suis toujours battu. Je me suis toujours battu. Je me disais, mais les choses ne peuvent pas juste s'arrêter comme ça. C'est pas normal que les choses s'arrêtent juste comme ça. Avec tout ce que j'ai traversé, les efforts que j'ai fournis quand j'étais au pays, que ce soit même dans le cadre du voyage, les difficultés extrascolaires et tout ça, non. Je ne peux pas avoir tout ce background-là et arriver, les choses s'arrêtent comme ça. Et c'était aussi difficile d'accepter. Difficile d'accepter parce que dans ma tête, les objectifs que j'avais étaient tellement... Et moi, ce sont ces objectifs-là qui m'ont toujours fait vivre, qui m'ont toujours, malgré les difficultés, ne pas me laisser aller. Ne pas, quand je dis me laisser aller, me laisser totalement envahi par la dépression. J'ai eu énormément de périodes où j'étais très dépressif. Très dépressif. Et dans ma dépression, j'étais très colérique. Et j'ai fait du tort même à ceux qui étaient là pour me soutenir. Je dis, aujourd'hui, peut-être, je profite pour passer ce message. Moi, j'ai rencontré une très belle personne en Italie. Mais c'est vrai, chaque personne est comme elle est, vous voyez. Nous sommes tous différents et c'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Mais j'ai rencontré une très belle personne. Et malheureusement, dans cette période-là, j'ai relaissé. Je suis rentré dans une période sombre où déjà, je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Je faisais les stacks de colère. Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer ça. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est joyeux, qui rit, et à un moment donné, il s'énerve. Donc, si vous ne vivez pas, vous ne pouvez même pas comprendre. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que j'ai envie. Parfois, je me fâchais sans raison. Tu vois quelqu'un là juste en train de te dire, ah, ça va aller, sois calme, il faut... Les stacks, c'est très difficile. Malheureusement, cette relation-là, je l'ai perdue et j'espère... Bon, malheureusement, cette relation-là n'est plus ce qu'elle était avant, malheureusement. Mais, c'est quand même, c'est une belle personne en tout cas. Et pour revenir à mon histoire, cette période-là, j'étais chez mon ami et ils étaient même deux. Il y a l'autre qui venait me voir, mais gars, tu ne sors plus de la chambre, tu ne fais plus rien. Tu es là, on te voit, tu t'éteins. Sois libre, sors. Tu es ici comme chez toi, il n'y a pas de souci, mais
C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Mais au fond, je me disais, ma vie n'était pas finie. Ma vie n'était pas finie. Rien n'était fini. Et puis, j'ai commencé à... Tu sais, quand je commence à traverser aussi cette période-là, j'ai pas trop envie de parler à mes parents. Moi, j'avais surtout peur pour ma mère parce que ma mère, elle n'est pas trop, vous savez, quand vous me connaissez un peu avec les mamans, envie peut-être de les protéger d'un certain nombre de choses et tout. Petite nouvelle, elle est déjà malade. Petite mauvaise nouvelle, bien sûr, elle est déjà malade et tout ça. Donc, j'avais pas envie. Je savais que si j'en parlais à mon père devait en parler à ma mère et puis tout ce qui devait suivre derrière. Un jour, je suis à la maison, je suis avec elle. Et elle me dit, gars, tu as tout fait ce que tu pouvais. À ce niveau, honnêtement, moi, j'ai vu des personnes, enfin, j'ai déjà entendu l'histoire des gens, ils se sont retrouvés dans les mêmes situations. Ils n'ont pas fourni tous ces efforts que toi tu as fournis, mais ils sont rentrés dans les normes, ils ont eu leur permis de séjour à nouveau. Je ne comprends. Et déjà, partout où on passait, on avait tout. Parce que, parce que dans cette période aussi, elle m'accompagnait dans les démarches et tout, dans la recherche des solutions. Et partout où je passais, on avait toujours tendance à me dire, tu as déjà perdu ton permis de séjour, tu ne peux plus l'avoir. Mais on ne comprend comment, enfin, on peut toujours avoir, c'est vrai, j'ai perdu, enfin, perdre c'est entre guillemets parce que à côté, si les choses avaient marché comme j'espérais, jamais je ne serais dans cette situation, jamais je ne me serais trouvé dans cette situation-là. Et elle me dit, tu as déjà fait ce que tu pouvais. Appelle tes parents, parle-les de ta situation. Juste, ils savent que tu n'as pas de permis de séjour, mais dis-leur réellement ce qui se passe. Et un jour, je suis à la maison, la première personne que j'appelle, c'est ma tante, Tata Oscarine. Je l'appelle, je lui dis, bon, aujourd'hui, ça me fait rire. Et qu'aujourd'hui, ça me tire un petit sourire, comme vous voyez, mais autrefois, c'était des larmes qui coulaient. Et je l'appelle et je lui explique ma situation. Je lui dis, comme tu vois actuellement, j'ai même la police sur mon dos, tout le monde est en train de me chercher, c'est chaud. Il faut... J'ai essayé aussi d'appeler ma maman, elle n'était pas connectée. J'appelle aussi mon papa, je lui explique. Et là, les choses s'activent. Chacun commence à... Vous savez, nous sommes africains, je ne vais pas vous cacher. Et c'est où vraiment j'ai senti que, ok, au-delà d'avoir des parents qui peuvent être stricts, la famille un peu stricte, il y a encore vraiment ces gens, tu peux encore compter sur ta famille. Et tout le monde s'est activé. Il faut qu'on trouve une solution. On cherchait à gauche, on cherchait à droite. Tout ce qui était faisable. Et vraiment tout le monde. J'appelle aussi mon grand frère, je lui explique. Lui aussi il se met. On cherche, on essaye. Je me mets aussi dans la prière parce que ça aussi, il faut que je le dise. Je me mets dans la prière, je prie, je jeûne, je fais des trucs et tout. Et malheureusement, de l'autre côté, bon, là, je perds mon travail de l'autre côté un peu plus tard. Quand je reçois la nouvelle que je dois libérer, je dois quitter le territoire, heureusement, j'avais vu après, j'avais essayé de... Bon, j'anticipe. Quand je change de ville et tout, je viens ici, je vois un avocat. La première des questions qu'elle m'avait posées, c'était est-ce qu'on t'a donné un document formel que tu dois libérer le territoire? Je lui ai dit non, je n'ai jamais reçu un document. Elle me dit ok, ça va. C'est déjà une très bonne chose. Je ne sais pas comment tu vas sortir de là, mais c'est une très très bonne chose. Je reviens en arrière. Et durant cette période où les carabiniers, ils envoient la lettre à la maison, mon bailleur, parce que je vivais pas dans la même maison, et il avait une sorte de maison, enfin, sa maison, c'était deux appartements en un, plus ou moins. Un côté, il louait, l'autre, il vivait. Et il m'appelle, il me dit, il y a des carabiniers, ils t'ont envoyé une lettre que tu dois te présenter tel jour, sinon ils vont porter plainte contre toi. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Et là, la peur envahit mon âme. Je ne voulais pas y aller seul parce que je voulais au moins ce que si j'arrivais, c'était... on devait m'arrêter pour un quelconque problème ou peut-être me rapatrier. Il fallait au moins qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir prévenir peut-être ma famille que bon, comme vous voyez, il a été attrapé et tout ça, on va le rapatrier. Et j'appelle mon ami chez qui je vivais, je lui dis, gars, bon, je suis dans telle situation, telle, je lui explique et tout. Je voudrais que tu m'accompagnes. Mais je ne lui donne pas les intentions derrière cet accompagnement. Je voulais juste qu'il vienne, qu'il soit juste témoin de ce qui devait se passer.
S'il fallait peut-être contacter ma famille, contacter ci, contacter ça. Et on se retrouve là-bas. Et il s'avérait qu'il m'appelait pour la plainte que j'avais déposée. Parce que j'avais déposé une plainte. Même aujourd'hui, je n'ai plus vraiment suivi cette plainte, hein, malheureusement. Par faute de temps. Faute de temps, je pense, et tout. Et des soucis de la vie. J'avais porté cette plainte, pourquoi? Parce que dans le cadre de l'escroquerie sur Facebook concernant la maison où j'avais loué, j'avais donné la capara, la caution de la maison, les dames ne se sont jamais présentées, plus personne ne me répondait. Et c'était pour ça qu'on voulait faire le collègament de Liban, voir Liban, parce qu'il me disait tout donner, mais Liban devait certainement avoir une erreur. Donc j'étais venu, on avait corrigé, tout c'était dans ce cadre-là. Et après ça aussi, je décide de partir voir pourquoi la commune locale me cherchait. En fait, je m'en vais voir la commune locale me chercher tout simplement si j'avais reçu une multa avec la voiture. Et c'était une multa où il fallait me remettre en main propre, plus ou moins. Donc, comme j'étais quasi jamais à la maison, j'étais à cette période-là chez mon ami. C'est pour ça qu'il m'appelait tout le temps. Donc, je pars, je retire la multa et tout ça, 300 euros. Et je rentre. Quand je rentre, tu vois, vraiment, les problèmes à partir de là commencent un peu à disparaître au fur et à mesure. Et j'ai fait une période très... Je connais une dépression dans... Et cette période-là, j'étais tellement dépressif, mais une dépression que personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait voir pourquoi. Ce sont des situations, des épreuves que tu t'en rends compte quand tu es en train de sortir. Tu t'en rends compte vraiment quand les choses commencent plus ou moins à aller, quand les choses commencent à s'éclaircir. Et quand après la période de la police et tout ça, je trouve de la maison, je trouve la maison dans la nouvelle ville. Et je pars. Je pars chez mon ami. Je pense que ça aussi, je l'ai déjà expliqué. Quand je pars, je viens dans ma nouvelle ville. Quelques mois plus tard, peut-être 2 mois, sans permis de séjour. Donc, automatiquement, automatiquement, on ne me renouvelle pas, donc je me retrouve chômeur. Avant d'arriver au niveau du non-renouvellement de mon contrat de travail, le lendemain du jour où le lendemain du jour où je sors de cette questour et on me dit il faut que je libère le territoire, j'étais chez mon ami, j'étais parti remplir un nouveau kit pour demander un nouveau permis. J'étais parti renouveler un nouveau kit pour demander un nouveau permis de séjour. Études, bien sûr. Un kit de relâche parce que je savais, vu qu'il n'avait pas pris mon ancien permis, je pouvais toujours fonctionner avec l'ancien permis et une ricevuta. J'avais fait ce truc-là uniquement pour avoir une ricevuta en main. Je ne savais pas que c'est ce qui allait changer les choses beaucoup plus tard. Et j'envoie ce kit-là dans la ville de mon ami, bien sûr. Quand j'envoie le kit et tout, j'arrive là-bas le jour, il faut mettre les empreintes. Je pars quand même, j'étais très culotté, hein, il faut le dire. Je pars quand même mettre les empreintes et tout. Quand j'arrive, on me dit non, ici ce n'est pas ta ville, on voit que ta résidence est dans ton ancienne ville et tout. On doit transférer ça là-bas, tu pars là-bas. Je lui ai dit non, ne vous en faites pas. Transférer plutôt dans la ville, parce que je savais quand même que j'avais déjà trouvé la maison et que je venais dans la nouvelle ville. J'avais dit, ok, il n'y a pas de souci. Transférer plutôt dans cette ville. J'ai trouvé la maison là-bas, j'irai faire mes trucs là-bas. J'ai mon contrat de bail là-bas. Ils me disent, ok, il n'y a pas de souci, on va te transférer là-bas. Et on transfère, ils avaient transféré mon truc dans la nouvelle ville, dans la ville où je suis. Et j'arrive ici. Quand j'arrive, le temps qu'on transfère et tout ça, je me remets à réfléchir. Avant de perdre mon ancien boulot, j'étais parti ici à la CAF parce qu'après, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on pouvait faire, je restais aussi à l'affût de l'information. On me passait des numéros que j'appelais, je disais, ok, voilà ma situation, comment est-ce que je peux gérer, comment est-ce que je peux m'en sortir. Et on me dit, il faut aller à la CAF, je trouve une CAF, va là-bas, tu leur demandes, je me rends là-bas. Ils m'expliquent, je leur montre ma situation, ils me disent, ok, on prend toute ma documentation et tout, ils me font sortir un kit déjà automatique avec là je ne sais même plus comment ça s'appelle ce truc. Il y a un document là généralement que ton travail te relâche, qui te donne, qui prouve que tu travailles au-delà de ton contrat. Et quand je reçois ce document, je m'en vais là-bas, on me sort un nouveau kit, il me demande de partir envoyer directement une questura. Donc je fais la questura, je m'envoie, je pars, j'envoie une questura et tout ça.
Je pas envoyé que j'envoie une questura via la poste. Je pars à la poste, comme je vous ai expliqué, mon permis était périmé depuis 2022. Et là, nous étions en 2024 déjà. 2025. Oui. Non, nous étions en 2025. Peut-être janvier 2025. Ouais, plus ou moins, hein, soit en décembre ou en janvier. Ils me font comprendre que ça ne peut pas passer par la poste. Donc, il faut prendre un rendez-vous directement, une questura. Je prends un rendez-vous, une questura. J'arrive, les choses se passent plutôt bien et tout. Ils me disent, OK, ils prennent ma documentation, ils vont évaluer. Et plus tard, ils vont me dire ce que je dois faire. Et puis, on me donne un second rendez-vous, on me dit, OK, c'est bon. Non, on m'appelle téléphoniquement, on me dit, c'est bon. Si on te renouvelle ton contrat de travail, viens et tout ça. Malheureusement, on ne renouvelle pas mon contrat de travail, mais j'appelle quand même, je dis comment renouveler un contrat de travail. Il me demande de venir mettre les empreintes. Le jour où j'arrive pour mettre les empreintes, et je rencontre plutôt un autre monsieur qui me fait comprendre que non, il ne peut pas prendre mes empreintes parce que j'ai un permis de séjour étudiant qui est escadoute depuis et je n'ai pas de New Hosta pour permettre la conversion de mon permis. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, plus ou moins, je ne peux pas le faire. Et cette période-là, quand ils me disent qu'ils ne peuvent pas le faire, je voyais vraiment, depuis 3 ans que je courais derrière le permis, j'étais épuisé. Je me voyais vraiment au bout de mes forces. Comment dire au bout de ses forces? Je me voyais au bout de mes forces. J'avais même plus la motivation, juste. Et quand je perds le travail, j'étais tellement démoralisé. J'étais tellement démoralisé. Comme j'ai dit, quand il y a Dieu dans tout ce qu'on fait, les amis, priez, c'est très important la prière. Priez, remettez votre vie à Dieu. Si vous croyez aussi aux ancêtres, ne cessez pas de retourner chez vous. Même si c'est pas physiquement, spirituellement, faites-le. Et je suis couché à la maison au bout d'une semaine. Je vois un numéro m'appelle. Parce que là aussi, après ça, j'avais recommencé à chercher. Bon, je laisse le domaine informatique parce que c'était très difficile de trouver sans permis de séjour. Bon, je recommence, je rentre dans l'ancien domaine opérateur socio-sanitaire et puis je postule. Et puis je postule. Je suis couché un jour à la maison, un numéro inconnu m'appelle, je décroche et tout. Et la personne me dit, bon, on a revu votre CV sur LinkedIn, non, sur Indeed. Sur Indeed, on aimerait faire un entretien avec vous, si ça vous arrange et tout. Vous passez au bureau. Vous êtes libre quand? Moi, je dis, je suis libre maintenant. Il m'avait, quand je parlais avec la dame, elle m'avait dit que c'est Il Faro. Il Faro était juste devant ma maison. Quand je me couchais, je voyais le bureau, le local. Et mais vous êtes libre quand? C'était en italien, bien sûr. Vous êtes libre quand? Je lui ai dit, je suis libre tout de suite. Vous voulez, je viens, on fait notre entretien. Je vous dis tellement j'étais démoralisé. Je sors de la maison pour un entretien de boulot en barbouche, culotte. Et quand j'arrive, je rencontre la dame. La dame me dit, mais comment? Et en français, directement, hein, en français, comment tu viens à un entretien d'embauche en culotte, en chaussures et tout? Ça ne montre pas quelqu'un de sérieux. Je comprends que j'ai affaire à une Camerounaise. Et puis, j'ai dit non, j'essaie d'inventer une histoire et tout. Et elle me dit, ok, elle m'amène vers son bureau et tout. Elle me dit, bon, on voit que tu as travaillé comme opérateur socio-sanitaire. Est-ce que ça te dit? Quelles sont tes attentes et tout ça? Je dis, non, j'aimerais retrouver du travail vraiment comme opérateur socio-sanitaire et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu es d'accord, on fait tout, on te montre tout ce que tu dois signer, les contrats, tout ça. Je leur dis directement, avant d'arriver au niveau du contrat, moi, j'ai un problème avec mon permis de séjour. Je lui explique directement. Et ce sont des choses que je vous déconseille de faire. Quand vous avez un contrat, signez d'abord. Je sais pas, c'est juste que dans la tête, je n'étais même plus trop bien. J'étais dans un truc où ça ne me sert à rien de signer un contrat si après vous allez encore m'appeler pour me dire que je ne vais pas faire parce que mon permis c'est jouer Scadoto. Donc je leur avais une fois balancé ça comme ça, mon permis c'est jouer Scadoto, voilà, est-ce que je peux faire? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Mais tu as demandé ton permis en tant que quoi? La période là, je pense que j'avais demandé en tant que étudiant, mais la procédure que je suivais jusqu'à ce qu'on me dise que non, ça ne peut pas passer, j'ai demandé en tant que travailleur. Je lui dis, je demande en tant que travailleur. On me dit, ok, tu auras ton full time et tout ça. Et je signe le contrat. Un jour, je rentre. Je sais pas, j'étais tellement dépassé par tout ce qui m'arrivait. Je commençais à appeler tout le monde et n'importe qui. J'appelais tout le monde et n'importe qui pour expliquer ma situation, expliquer ce que j'étais en train de traverser. Et dans la recherche aussi d'un avocat qui pouvait m'accompagner. Parce que c'était ce que je voulais. Quelqu'un qui peut-être a déjà fait tout. J'appelais tout le monde.
Une semaine après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de traverser? Je ferme ma bouche. J'avais appelé la dame, je lui avais dit, voilà la situation que je traverse et tout, ça ne donne pas, c'est chaud. Et elle me dit, bon, on se donne rendez-vous à 17h, je t'amène chez mon avocat. Et on arrive chez son avocat, on relance les procédures, avocat, 2 avocats et tout, qui suivaient la procédure. Et on leur dit non, on ne peut pas lui donner un permis de séjour travailleur. On explique et tout, on essaie de faire appel et tout. Et dans l'appel qu'on fait, ils disent que s'il s'inscrit à l'université, nous, on pourra donner un permis de séjour. Et quand l'avocat m'appelle, me dit si tu arrives à t'inscrire à l'université, ils vont te donner un permis de séjour étudiant. Je revois directement le parcours de l'année d'après, de l'année d'avant autant pour moi, où je m'étais inscrit. À la fin, ils m'ont demandé de libérer le territoire. Et je leur dis, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Déjà que j'avais envie, déjà au fond de moi, de reprendre les études, d'avoir une licence et tout. Je me dis, ok, je m'inscris pour un concours, je m'en vais, je le fais, je passe. Je m'inscris à l'université, tout se passe bien. Et, je m'inscris normalement. Quand je termine l'inscription, je fais toujours l'auto-certificat. L'auto-certificat, je les envoie. Quand j'envoie, l'avocat me dit directement, avec l'auto-certificat, ça risque de ne pas passer, ça va poser des problèmes. Écris à l'université pour qu'on te relâche un permis pour qu'on te relâche un certificat d'inscription. Au fond, j'avais peur. Je savais déjà ce par quoi j'étais passé. J'avais peur, j'étais un peu sceptique et je me disais, mais ça risque de ne pas marcher. Mais j'avais quand même écrit à l'université et ils m'ont répondu qu'avec l'auto-certificat, ça passe partout, je ne devrais pas avoir de problème et tout. J'avais fait un screenshot, j'avais envoyé à l'avocat, l'avocat avait allégato, il a allégato ça à l'auto-certificat, il a envoyé une questure, à la questure a dit non, ça ne peut pas passer, il faut obligatoirement un certificat relâché par l'université. Et je demande à l'université, il me faut obligatoirement un certificat, ils m'ont donné un certificat, j'ai envoyé et tout. Et durant ce que je suis en train de vous dire, j'ai sauté énormément d'étapes. Énormément d'étapes, pourquoi? Parce que j'ai rencontré 2 personnes. La première dame dont je vous parlais qui m'avait amené vers ses avocats et la deuxième dame, ma directrice au travail. Ces 2 personnes, si aujourd'hui je suis encore en situation de régularité sur le territoire italien, c'est grâce à elles. Ces dames se sont levées pour moi, sont parties non seulement à la préfecture de la ville pour demander à ce qu'on voie dans quelle mesure est-ce qu'on peut résoudre ma situation. Elles se sont encore levées, pas une seule fois, pas deux fois, pas 3 fois, mais plusieurs fois pour aller in questura, directement prendre le rendez-vous avec le questore. Voici cet enfant, et il a traversé ce qu'il a traversé, on comprend. Les choses peuvent ne pas très bien se passer. La vie, c'est la vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant? Il faut qu'il revienne dans la situation de régularité. Il est bloqué, il ne peut rien faire. Et moi, à un moment donné, je ne croyais vraiment plus. Moi, je me disais, ok, c'est fini, vous voyez, c'est fini. Et un jour, je suis à l'école. Je pense l'avant-dernière fois qu'elles étaient parties une questura pour moi. Je suis à l'école, mon téléphone sonne, je vois, c'est ma directrice qui m'appelle. Je décroche, elle me dit, bon, je sors de la questura avec l'autre dame. Nous avons parlé avec le questeur et tout. Et on va faire ton permis de séjour. La joie, j'étais tellement heureux. Mais par contre, vous savez, ce genre de joie ne peut durer que quelques minutes, enfin, pas quelques minutes, quelques heures. Puis après, quand quand les hormones sont régularisées, tu commences à réfléchir. Je me dis, bon, c'est vrai, ils ont dit combien de fois des gens, enfin, une costura, même ils m'ont dit qu'ils allaient faire, et puis après, les choses ne sont pas bien passées. Et je leur ai dit merci, on attend et tout ça. Et 2 semaines après, on m'envoie le message de venir retirer mon permis de séjour. 3 ans après, 3 années, 3 années où je me suis retrouvé à, je ne sais pas si je dirais à combattre contre moi-même. 3 années où je me suis retrouvé à faire face à ma réalité. 3 années où j'ai pris conscience que la vie n'est pas toujours ce qu'on pense. La vie n'est pas toujours rose. Il y aura toujours des moments difficiles sur le chemin. 3 années où j'ai compris que même des inconnus peuvent te tendre la main et t'amener où tu ne t'attendais pas. En réalité,
Le message au bout de ces 3 années que moi je retiens vraiment, c'est que il faut être persévérant. Il faut écouter son cœur. Il faut savoir faire des choix et surtout avoir les capacités d'assumer les conséquences derrière. Avoir les capacités d'assumer les conséquences derrière. Et l'importance de la patience. Imaginez-vous un seul instant, quand j'avais la police locale qui était sur mon dos, j'avais les carabiniers qui étaient sur mon dos, j'avais reçu cette nouvelle de, il faut que cette mauvaise nouvelle de libérer le territoire et que dans la précipitation, j'étais parti dans un autre pays. Peut-être aujourd'hui, j'allais être dans la rue. Peut-être aujourd'hui, je serais même peut-être mort sous un pont. Peut-être aujourd'hui, peut-être. Je ne dis pas, parfois aussi on peut persévérer et ça ne mène à rien. L'important, c'était d'écouter mon cœur. Il faut écouter son cœur. Si tu sens que ta vie est là, tu as quelque chose à accomplir là, tu as tellement plus grand à accomplir là, reste là, cherche à te faire. Et à côté aussi, j'avais aussi eu des opportunités. Aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, sans toutefois offenser celle avec qui j'étais. Bon, je ne sais même plus, je ne sais même plus comment je vais définir. Mais j'avais aussi eu ces opportunités à côté de me marier pour avoir des papiers. Et ceux à qui j'en parlais me disaient, mon gars, vas-y, fais-le, fais-le. Et je me suis dit, si moi je dois me marier dans ma vie, il faudrait que je me marie avec quelqu'un que j'aime. Moi, c'est très difficile. Partager mon quotidien avec quelqu'un que j'aime pas, c'est très difficile.